Aubervilliers. Cahier des plaintes et doléances de la paroisse d'Aubervilliers, dite les Vertus, et signé par les habitants de ladite paroisse, en l'assemblée du 14 avril 1789. La paroisse d'Aubervilliers, composée d'environ 420 feux, est située dans la plaine de Saint-Denis, et fait partie de la banlieue. Son terroir est composé d'environ 1600 arpents, l'arpent ayant 100 perches, et la perche 18 pieds seulement. Environ les 2/3 de ces 1600 arpents sont cultivés en gros légumes, servant à l'approvisionnement de Paris, le reste en prés et grains. Excès de la taille. La taille sur les terres est poussée dans cette paroisse à un taux excessif. Le principal et les accessoires y joints semblent ne monter qu'à environ 8 livres par arpent tenu à loyer, sans distinction de prés, grains ou légumes, et sans préjudice de la taille personnelle imposée à raison de la propriété, de l'évaluation fixée pour les bestiaux, l'exploitation, la propriété de la maison, le bénéfice de la mise de fonds, mot de fabrique nouvelle, et ce qui, au total, toute évaluation faite, porte l'arpent à plus de 11 livres. Les habitants d'Aubervilliers se sont plaints souvent de ces impositions forcées, sans avoir pu, jusqu'ici, obtenir de modération. Taxe des boues. Mais une taxe plus intolérable encore leur est imposée depuis quelques années, sans ordre du souverain, sans arrêt du Conseil, sans aucune de ces formes légales qui ont coutume de donner la sanction aux impôts. Cette taxe est celle des boues. Chose connue que toutes les maisons de Paris sont assujetties à une taxe, dont le produit est employé à l'enlèvement des boues, et à procurer la netteté des rues de la capitale. Ces boues sont portées à l'extrémité des faubourgs, et jetées dans des cloaques à ce destiner. Les paroisses de la banlieue, du nombre desquelles est Aubervilliers, sont tenues, d'ancienneté, à venir prendre ces boues dans ces cloaques et à les répandre sur leurs terres. Cette charge leur a paru lourde de tout temps, en ce qu'elle occasionne fréquemment, en hiver surtout, des maladies d'hommes, et aussi des maladies et même des pertes de chevaux qui, obligés d'entrer dans ces cloaques, et d'y rester enfoncés tout le temps qu'on met à charger la voiture, contractent souvent des tranchées dont peu réchappent, sans parler des clous, tessons, morceaux de verre, etc., qui, mêlés avec ces boues, estropient hommes et chevaux. Néanmoins, les habitants, assujettis à cette dure nécessité, ont trouvé moyen, par leur industrie, de se la rendre moins fâcheuse et même supportable. Ils font, sur leurs terres, des tas de ces boues, qui, après avoir reposé et fermenté quelque temps, deviennent un bon engrais. Cet avantage ne méritait d'être considéré que comme une compensation de leur travail, de leurs risques et de ceux de leurs chevaux. Mais la finance, toujours active, et souvent cruelle dans ses spéculations, a médité et entrepris, depuis quelques années, d'en faire la base d'un impôt si excessif, qu'il égale, à lui seul, la taille, le gros et les accessoires y joints, impôt qui, nous le disons hardiment, entraînera, s'il continue, la ruine d'Aubervilliers, et la cessation de culture sur tout son terroir. En effet, cet impôt est, par voiture de boue, à raison de 8 sous par cheval, ce qui fait 1 livre 4 sous par voiture ordinairement attelée de 3 chevaux. Or, il faut 20 voitures de boue attelées de 3 chevaux pour fumer un arpent de terre dans les bonnes terres, la fumure ne se renouvelle que tous les 3 ans. Dans les médiocres et les mauvaises, elle est nécessaire tous les 2 ans. 20 voitures à 24 sous chacune font 24 livres, qui, divisé par 3 ans, donne 8 livres par an, et divisé par 2 seulement, donne 12 livres. En prenant un terme moyen, c'est 10 livres par arpent qui se trouvent être imposés à la paroisse d'Aubervilliers, sans ordre du souverain et sans autorité légale. Cette nouvelle taxe de 10 livres égale donc, à bien peu de choses près, celle de la taille, laquelle, avec ses accessoires, ne monte guère qu'à 11 livres l'arpent. Les deux réunis forment 21 livres, imposés au malheureux cultivateur, par chaque arpent qu'il arrose de ses sueurs. Encore, si sa récolte était toujours assurée, s'il n'avait même à courir que les risques attachés à l'intempérie des saisons. Mais il a, de plus, à supporter des pertes et des dommages renaissants tous les ans, et qui proviennent de l'excessive multiplication du gibier. Dégâts causés par le gibier. Aubervilliers est sur les plaisirs du roi, et dépend de la capitainerie des Tuileries. On comprend facilement comment une plaine plantée pour la plus grande partie en choux, carottes et toutes sortes de légumes, doit souffrir de la voracité du gibier, surtout en hiver que les prés et gazons naturels, couverts de neige, ou desséchés par la rigueur de la saison, ne lui présentent plus de pâture. Mais, ce qu'on aura plus de peine à concevoir, c'est que, depuis un certain nombre d'années, on se soit attaché à augmenter ce fléau destructeur, sans aucune considération d'humanité et de justice. En effet, le bailli, ses lieutenants, et autres officiers de la capitainerie, qui trouvent, sans doute, la plaine d'Aubervilliers forte à leur commodité, et au plaisir desquels elle sert bien plus qu'à ceux du roi qui y chasse à peine une fois l'an, ces officiers, dis-je, pour que la source de leur plaisir ne tarisse jamais, ont,
depuis 30 à 35 ans, établit d'abord quelques remises, les ont ensuite multipliées avec excès. De sorte que la plaine qui, jadis, en était exempte, et depuis, n'en présentait quelques-unes que de loin en est aujourd'hui hérissée. L'établissement et la multiplication de remises a produit, comme on s'y attendait, la multiplication du gibier, d'où il résulte qu'aujourd'hui les pièces de terre attenantes aux remises sont entièrement dévastées, et que toutes les autres souffrent plus ou moins, suivant que l'hiver est plus ou moins rigoureux. En outre, il y a eu, de temps à autre, des ordonnances du souverain pour l'extirpation entière des lapins, comme étant l'espèce de toute la plus destructrice. Mais ces ordonnances demeurent sans effet, et toutes les remises fourmillent de lapins. Les gardes-chasse ont-ils de leurs supérieurs, officiers de la capitainerie, des ordres secrets et verbaux de ne point mettre à exécution ces ordonnances? Ce qu'il y a de plus probable, c'est que ces gardes-chasse, à qui les lapins sont abandonnés par le texte de l'ordonnance, et qui ont charge de les détruire, les entretiennent au contraire avec une prudente économie, les regardant, sans doute, comme un revenu de leur place, ou un fonds assuré de leur cuisine. Dégâts causés par les bouchers de Paris. Cet établissement et cette multiplication des remises, et celle du gibier, qui s'en est ensuivi, ont été innovés d'autant plus injustement dans la plaine d'Aubervilliers, que déjà cette plaine est assujettie à fournir pâture aux moutons des bouchers de Paris. Mais cette pâture peut-elle avoir lieu, surtout en hiver, dans une plaine couverte de légumes, sans porter un notable préjudice aux récoltes des habitants? Et surtout, les moutons ont cela de particulier, que leur haleine, extrêmement chaude, affecte, d'une manière nuisible, les carottes et les luzernes des prés, et les rend très tendres à la gelée. Les habitants d'Aubervilliers viennent de montrer que leur portion de taille et imposition royale est excessive, qu'à ces impositions, du moins légales, s'est jointe, depuis quelques années seulement, l'illégalité très inique de la taxe des boues, qu'ils n'ont, pour fournir à cette accumulation d'impôts et à leur misérable subsistance, que des récoltes qui deviennent, d'année en année, plus incertaines, par la multiplication excessive des remises et du gibier. Ce tableau est affligeant sans doute, et cependant, ils n'ont encore montré qu'une partie de leurs maux et de leurs infortunes. Droits d'entrée exigés à Aubervilliers et dans la banlieue. Ils sont encore assujettis à des droits exorbitants d'entrée pour tous les objets de consommation, le vin et la viande seuls exceptés. Ainsi, tous les matériaux de construction, bois, plâtre, pierre, moellons, toutes les denrées de première nécessité pour la subsistance tant d'hommes que de chevaux, foin, paille, grains, suif, chandelles, œufs, beurre, pois, son, sucre, café, fagots, bois de chauffage, etc. Paix pour entrer dans Aubervilliers. Cette exaction présente aux habitants de la paroisse des caractères si frappants d'injustice, que leur respect et leur amour pour le souverain ne leur permet pas de croire qu'elle fut jamais autorisée, ou qu'il l'autorise présentement. Ils ne la regardent que comme un fruit cruel de la rapacité des traitants. Quelle excuse, enfin, fut-elle jamais plus injuste? C'est une loi générale de toutes les villes du royaume que les octrois et droits d'entrée soient substitués partout à la taille, et en tiennent lieu, de sorte que là où l'on paye la taille, on ne paye aucun droit d'entrée, et que là où l'on paye les droits d'entrée, au moins on ne connaisse pas la taille. Ainsi, dans la ville de Saint-Denis, on paye les droits d'entrée, bien moins fort toutefois qu'à Aubervilliers, mais on n'y est pas assujetti à la taille. Quelle ordonnance donc, quelle déclaration légale du souverain a accepté Aubervilliers, et, avec elle, quelques paroisses de la banlieue, de cette loi générale et équitable? Les habitants d'Aubervilliers n'en connaissent pas. Les fermiers, non plus que leurs satellites, qui battent sans cesse la campagne qui entoure Paris, pour espionner et vexer ces malheureux cultivateurs, ne la leur ont jamais montrée. Et cependant, que de violences et de concussions exercées sous le prétexte de lever ces prétendus droits d'entrée. Une armée de commis, soudoyés par la ferme, infeste les plaines de la banlieue, arrête, pille, maltraite, en pleine campagne, tous ceux, hommes et femmes, qu'ils surprennent ou même soupçonnent de contravention. Amendes, confiscations, traitements injurieux, voilà ce qu'éprouvent les habitants des paroisses de la banlieue, qui, n'ayant les facultés ni les lumières nécessaires pour opposer une résistance ferme, et poursuivre les fermiers en justice réglée, regardent comme un moindre mal de se laisser dépouiller. Les successions mobilières des habitants envahis par les huissiers-priseurs de Paris. Enfin, les habitants d'Aubervilliers ne parlent qu'avec horreur d'une autre vexation qui frappe sur tous également, mais qui afflige et ruine sans ressources la classe d'entre eux la plus pauvre. La loi et la coutume de Paris contraignent souvent, au décès des personnes, de faire vendre leurs effets immobiliers. S'agit-il de quelques journaliers, ce mobilier, si toutefois on peut l'appeler ainsi, consiste ordinairement en un grabat, une armoire, des linges usés, et quelques meubles et ustensiles. Si la vente de ces misérables effets était faite amiablement, on trouverait,
dans son produit, de quoi payer les dettes du défunt, comme loyer de chambre, chirurgien, frais de maladie, d'inhumation, etc. Et même, ces dettes payées, il pourrait rester quelque chose aux héritiers. Mais les huissiers-priseurs de Paris prétendent avoir le droit d'exercer seuls dans la banlieue, et de procéder à ces sortes de ventes. Si on ne les appelle pas et qu'ils en soient instruits, ils font condamner les promoteurs de la vente à des amendes qui absorbent la succession entière. Si on les appelle, et qu'ils viennent exercer leur ministère, la succession disparaît également entre leurs mains. La vente faite, ils emportent les deniers à Paris, d'où rien ne revient plus. Leur droit de crier, vacation, écriture, bourse commune, qu'ils perçoivent comme s'il était question de la succession la plus opulente, sont si exorbitants, que le prix tout entier de la vente leur demeure. Ainsi, héritiers et créanciers sont dépouillés. Ils se mettent à la place de leurs droits, et héritent seuls à l'aide du privilège de leurs charges. Les successions un peu plus fortes subissent, à peu près, le même sort. Et quant à celles qu'on peut appeler opulentes relativement au pays, la plupart de la population de la banlieue, ou parce qu'ils ont l'art de multiplier leurs frais, ou parce qu'ils abusent de l'ignorance des habitants qui, livrés aux travaux de la campagne, n'ont point de connaissance des affaires, et craignent toujours de se commettre avec les gens de justice. Demande que font les habitants d'Aubervilliers. Les habitants d'Aubervilliers, en d'autres temps, demanderaient, avec de vives instances, qu'on diminuât le poids excessif de leur taille, et autres impositions royales qui, dans la vérité, n'ont aucune proportion avec ces mêmes impositions dans le reste du royaume, et même dans des paroisses pas fort éloignées de la leur. Ils espèrent que dès que l'ordre commencera à se rétablir dans les finances, on s'occupera sérieusement de leur accorder une modération et des adoucissements que la justice la plus rigoureuse sollicite, dès maintenant, en leur faveur. En attendant ces temps plus heureux, ils témoigneront, comme par le passé, leur zèle et leur dévouement entier au bien de l'État, auquel ils contribueront de leur sueur et de leurs travaux sans relâche, de jour ni de nuit. Mais ils déclarent, sur leur honneur et conscience, que le paiement des contributions leur devient d'une impossibilité absolue, si on assure le produit de leur récolte, et si on ne les délivre des vexations exposées dans le présent mémoire, vexations qui les oppriment et les rongent 100 fois plus que la taille et les autres impositions royales. Ils demandent donc abolition de la taxe de la boue. Article 1. Que la taxe inique et insupportable des boues, qu'on a entrepris d'établir depuis quelques années, soit totalement abolie. Suppression des remises de gibier. Article 2. Que, pour mettre leur récolte à l'abri des ravages du gibier, la plaine d'Aubervilliers soit remise au même état qu'elle était il y a 30 ans, c'est-à-dire que toutes les remises de gibier soient supprimées et détruites, attendu que c'est déjà pour les cultivateurs de cette plaine une charge assez lourde d'endurer les moutons des bouchers de Paris et de fournir à leur pâture. Suppression de tous les droits d'entrée sur la paroisse et dans la banlieue. Article 3. Que tous les objets quelconques de consommation puissent arriver et entrer à Aubervilliers, sans être assujettis à aucune visite et au paiement d'aucun droit, étant de toutes les choses la plus inique et sans exemple dans le royaume, qu'une même paroisse paye, à la fois, la taille, et soit assujettie à des droits exorbitants d'entrée. La levée, d'ailleurs, de ces droits, ne se faisant à Aubervilliers et dans la banlieue, par aucune autorité légale, et étant une pure tyrannie et une usurpation criminelle des fermiers. Limitation des droits des huissiers-priseurs de Paris. Article 4. Que les huissiers-priseurs, au cas que le privilège de leur charge leur donne le droit d'exercer seuls, et de procéder aux ventes mobilières dans la banlieue, ne puissent exercer ce droit qu'au décès des seigneurs et bourgeois de Paris ayant des maisons dans Aubervilliers, mais que ces habitants, cultivateurs, artisans et journaliers, ne puissent être forcés de recourir à leur ministère, dont les frais exorbitants absorbent la valeur entière de leur succession mobilière. Addition aux doléances ci-dessus. Les habitants d'Aubervilliers sentent aussi le fardeau des frais de la justice ordinaire, et celui de l'exaction annuelle de la milice, peser douloureusement sur eux. Mais, cédant au sentiment de leur insuffisance, ils laissent aux lumières des hommes versés dans la science du gouvernement, et à des plumes exercées dans la discussion des objets irrelatifs, à examiner, discuter, proposer les moyens les plus propres à alléger ce double fardeau, qui foule et opprime les campagnes. Il semble, néanmoins, aux habitants d'Aubervilliers que le premier de ces fardeaux serait bien diminué, si on établissait, dans chaque paroisse, un tribunal rural, à l'instar des justices consulaires, chargé de vider, sans frais ou à des frais bien modiques, les questions purement de fait, et les notions de dommages, etc., etc., tribunaux qui seraient composés d'un juge seulement, électif par 2 ou 3 ans, le curé ou le syndic, d'un greffier, dont le choix appartiendrait aux paroissiens. Et dans les cas où besoin serait, d'arbitres choisis à chaque fois, en nombre égal, par chacune des parties.
Les frais alloués au greffier seraient taxés à un prix modique, par l'Assemblée générale des habitants de la paroisse. Quant à la milice, cette institution désolante qui enlève des bras à l'agriculture, à chaque paroisse son numéraire, par l'usage abusif, bien pardonnable pourtant, des bourses communes, qui violent les plus saintes lois de la nature, en arrachant souvent ou à des parents vieux et infirmes, ou à des frères et sœurs en bas âge, leur soutien est l'unique moyen de leur subsistance. Cette institution, qui est encore contraire au bien de l'État, sous ce rapport qu'elle précipite les mariages entre jeunes gens qui n'ont point eu le temps de se procurer, par leur travail, les avances nécessaires pour subvenir aux premières charges du ménage, et dont les enfants, ou périssent de bonheur victimes de la misère qui les assiège des berceaux, ou, s'ils parviennent à l'âge adulte, exposés à toutes les tentations qui accompagnent la misère, et dénués de tout secours d'instruction, sont la pépinière de tout ce qu'il y a de mauvais sujets qui entourent les villes et la capitale. Les habitants d'Aubervilliers pensent que cette institution, si contraire au bien de l'État en général et à celui des campagnes en particulier, peut facilement être détruite, au moins dans les provinces qui avoisinent Paris, en substituant aux miliciens des campagnes les enfants trouvés qui inondent Paris et les villes voisines. C'est une loi sacrée de la nature, que les enfants rendent à leurs parents, dans la vieillesse, les aliments de la subsistance qu'ils ont reçus dans leur bas âge. Les enfants trouvés sont les enfants de l'État. Ils n'ont d'autre père, d'autres parents, que l'État qui les a élevés. Qui pourrait donc envisager comme injuste l'obligation à laquelle on les assujettirait de rendre à l'État et à la patrie une portion des soins et des avances qu'ils en ont reçus. Mais, afin que ces enfants deviennent une bonne pépinière de défenseurs de l'État, il serait indispensable qu'ils fussent, dès le berceau, élevés, nourris à la campagne, et formés de bonne heure aux travaux qui endurcissent le corps, et rendent la constitution robuste. Que l'État distribue donc ses enfants dans la campagne, au fur et à mesure qu'il les reçoit de la main de la Providence. Qu'il paye, pour chacun d'eux, jusqu'à l'âge de 10 ans, une pension qui ne sera guère plus forte que les frais qu'ils coûtent dans les maisons où on les élève. Si les fonds attachés à ces maisons ne suffisent pas pour leur entretien, qu'on fasse contribuer les biens du clergé. Qu'on confie le soin aux municipalités des paroisses de campagne de répartir ces enfants, à raison de temps par chaque centaine de feux. On ne manquera ni de fermiers, ni de cultivateurs, gros et petits, qui se chargeront volontiers de ces enfants, pourvoiront à leurs vêtements et nourriture, moyennant la pension qu'ils recevront. De plus, à l'Assemblée générale des habitants, charge spécialement ses députés à l'Assemblée du tiers-État de la Prévôté et Vicomté, qui se tiendra samedi 18 du présent mois, de concourir, dans la formation du cahier général qui se fera le 10 jours, à tout ce qui sera de justice et de raison, et tendre à la diminution des charges et soulagement de toutes les classes de citoyens, tant des villes que des campagnes, et notamment à faire insérer, dans le dit cahier général, la demande de la suppression totale ou modération considérable des droits de traite, et des gabelles. Signé Monard, prêtre de l'Oratoire, curé, de Mars, Claude Tracet, Caron, J. Mézières, Lemoine, F. Bordier, P. Bordier, Christophe Oyot, N. Bordier, G. Boudier, Denis de Mars, J. Oyon, A. Boudier, Ferragus, P. Didier, Boudier, Bounot, Marquiot, Bordier, Aimé, Simon David, L. de Mars, E. Bonnard, Honoré Claude de Mars, Béano, C. E. de Grave, Pierre Cellier, H. L. Houdet, G. Boudu, Guillaume Bounot, Pélesier, Jean Archy, Levasseur, Otto, Jean Bounot, Impigne, Jean Mézières, Houdet, Jean-Antoine Furier, Cornu, Jean-Baptiste Relais, Pierre Mézier, Reval, Jean-Baptiste Grossier, P. Bounot, Marie Courdejean, Meunier, P. Coquerel, P.O.F. Bordier, et Béville, prévôt de la Prévôté. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-État.
Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le Seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.